Bonjour à tous, alors je suis le docteur Caroline Moumène, je suis psychiatre ici dans le service de psychiatrie adulte sur le CHU de Lille et j'interviens principalement en psychiatrie de liaison. Alors le psychiatre, dans quel cas consulter un psychiatre? Le psychiatre va être important dans le cadre d'un trouble psychiatrique, c'est-à-dire un trouble anxieux, un syndrome dépressif d'intensité plutôt modérée à sévère. Dans le cadre d'idées suicidaires également, c'est important d'avoir un psychiatre dans la boucle. Dans le cadre d'autres troubles tels que les troubles bipolaires ou bien les troubles psychotiques, par exemple la schizophrénie, ou encore dans le cadre de troubles de stress post-traumatique en cas de présence de trauma antérieur. Bonjour à tous, Sandrine Flamand, donc je suis psychologue au CHU depuis 13 ans dans le service de pneumologie maladies rares pulmonaires. Donc j'accompagne des personnes qui sont en majorité donc en problématique médicale rare au niveau pulmonaire et surtout vers des personnes qui sont en bilan pré-greffe. Donc moi j'interviens essentiellement sur ces personnes-là, tout simplement pour pouvoir ne serait-ce que parler, évoquer, travailler, cheminer, peut-être même faire rentrer dans la boucle un psychiatre sur tout ce qui est une prise en charge psychologique au niveau de la maladie, de ses répercussions, de pouvoir en discuter avec le patient, avec la famille et de pouvoir réfléchir à comment poursuivre sa vie avec une maladie chronique. Du coup, on va commencer à répondre aux différentes questions. Alors la première question, comment choisir un psychologue, un psychiatre? Y a-t-il des spécialisations, des formations qu'il faut privilégier? Alors je vais répondre à la partie psychiatre. Donc le psychiatre, comme je le disais, c'est en cas de présence de troubles psychiatriques qu'il va être important de mettre en place un suivi psychiatrique avec un psychiatre. Ensuite, concernant les spécialisations et les formations qu'il faut privilégier ou même quel psychiatre choisir, il y a deux facteurs à prendre en compte à mon sens. Déjà, si on veut consulter en secteur public ou privé, et ensuite, selon les objectifs de prise en charge, on va pouvoir s'orienter vers un type de spécialisation ou de prise en charge en particulier. Alors, pour le secteur public ou privé, il faut savoir que le découpage de l'accès aux soins psychiatriques en France est sectorisé, c'est-à-dire qu'en fonction de notre lieu d'habitation et de notre adresse, on va être rattaché à un secteur de psychiatrie. Et ce secteur de psychiatrie va nous donner accès au niveau public à la fois à une unité d'hospitalisation en psychiatrie et à la fois à un centre ambulatoire qui est appelé, alors pour les adultes c'est le CMP, le centre médico-psychologique, et pour les enfants et les adolescents le CMPP. Ces structures ambulatoires sont des structures pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles qui regroupent des infirmiers formés en psychiatrie, des psychologues et des psychiatres, généralement aussi des professionnels sociaux, donc des assistantes sociales, et puis parfois aussi il peut y avoir d'autres praticiens comme des psychomotriciens par exemple ou autres. Voilà, donc ça c'est pour le secteur et la consultation publique. Ensuite, pour le privé, il y a tout ce qui est, comme tous les médecins, donc je parle de la partie psychiatrique, les psychiatres libéraux qui vont avoir les mêmes critères et les mêmes prises en charge que les autres médecins en libéral, donc soit secteur 1, soit secteur 2, et en fonction de ces secteurs, des restes à charge plus ou moins importants, une partie remboursée par la CPAM, et sur le reste à charge, une prise en charge plus ou moins importante par la mutuelle en fonction de la mutuelle que la personne peut avoir. Donc ça, c'est déjà les deux critères. Et ensuite, il y a aussi des structures d'hospitalisation privées comme les cliniques privées. Donc ça, c'est les deux types, voilà, donc soit public, soit privé. Et une fois qu'on a choisi ça, c'est important, et je pense qu'au niveau psychologique ce sera pareil, c'est bien important de choisir les objectifs sur lesquels on veut travailler. Alors, est-ce qu'on veut voir un psychiatre parce qu'on pense qu'on a besoin d'un traitement? Auquel cas, tous les psychiatres peuvent répondre à cette question. Est-ce qu'on veut voir un psychiatre pour travailler sur certaines choses en particulier selon certains types de psychothérapie? Alors je pense qu'on va faire un petit peu doublon avec les psychologues parce que les psychiatres peuvent être aussi formés en psychothérapie selon certains courants, ce qui est également le cas des psychologues. Et auquel cas, alors moi je parle beaucoup de la TCC surtout, donc la thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle, donc le E pour émotionnel, qui est une thérapie qui va permettre, donc il y a beaucoup d'indications, des indications dans les troubles anxieux, dans les dépressions, des indications assez larges, dans l'insomnie, dans la gestion de la fatigue, dans la gestion de la douleur chronique aussi, dans la gestion du psychotrauma.
Et c'est une thérapie qui est basée sur la prise en charge des cognitions qui sont problématiques pour le patient, typiquement les cognitions catastrophistes par exemple, qui vont empêcher la personne d'avancer, les comportements problèmes, les comportements d'évitement par exemple, et puis tout ce qui est gestion émotionnelle des émotions négatives telles que le stress, l'anxiété. Donc ça peut être une des pistes par exemple. Ensuite, il y a d'autres courants. Il y a par exemple la pratique de l'hypnose qui dans la maladie rare peut être intéressante pour la gestion de la douleur ou de l'anxiété aiguë par exemple. Tout ce qui est aussi en cas de problématique plutôt systémique, thérapie de couple ou thérapie familiale. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de ressources. Après, voilà, il y a d'autres courants, la psychanalyse, etc. Donc c'est vraiment en fonction de la demande de la personne qu'ensuite on va choisir un praticien. C'est ça, il y a toujours la demande. Puis il y a la deuxième partie aussi, c'est comment on se sent avec le professionnel. Il faut toujours se sentir à l'aise avec le professionnel que vous rencontrez. Cette possibilité de pouvoir lui parler de tout, sans se sentir... alors, c'est pas forcément jugé, mais en tout cas, avoir cette possibilité de pouvoir parler de tout, d'être d'accord ensemble, de pouvoir évoluer. Parfois, c'est aussi de pouvoir être réorienté parce qu'on a fait un bout de chemin ensemble, et parfois d'aller voir ailleurs d'autres thérapies, d'autres pratiques, c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que c'est un lieu qu'on vous propose dans lequel, voilà, tout peut être dit. Sans aucun jugement, avec cette bienveillance, avec cette neutralité. Voilà, c'est un minimum, c'est celle-là. Après, c'est comme tout, on peut avoir aussi des critères qui sont un peu plus, comment je vais dire, terre à terre. La proximité du psychiatre, du psychologue. Est-ce que vous voulez aller loin, pas loin? Est-ce que c'est payant, pas payant? Parce qu'il y a des lieux où effectivement c'est totalement pris en charge. Il y a plein de choses que vous pouvez demander, c'est effectivement, est-ce que je peux me déplacer sur le lieu, ou est-ce que il y a certaines fois les psychiatres, les psychologues peuvent se déplacer à domicile. Ça peut avoir lieu aussi par téléphone quand on peut les connaître suffisamment. C'est pas forcément venir que sur place, ça peut être aussi en visio. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, pratiquées. C'est des choses à voir dès le départ avec le professionnel. Voilà, pour moi l'important c'est ça, c'est comprendre sa demande, voir vers qui on peut être orienté. On peut demander un changement changer de psychiatre ou psychologue, on ne vous jugera pas, il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal, c'est important. Tant que vous êtes à l'aise, tant que vous pouvez effectivement parler de tout, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Voilà. Après sur les spécialisations, je pense qu'on n'a pas été exhaustif, hein, il y en a encore plein d'autres, mais oui. Voilà, il y a aussi, je pensais aussi, ça m'est revenu, mais tout ce qui est thérapie de soutien, hein, ça globalement tous les praticiens vont pouvoir le faire. Le MDR pour le trauma, enfin voilà, c'est très exhaustif. Enfin, là c'était pas du tout une liste exhaustive, mais il y a encore beaucoup d'autres spécialisations possibles. Du coup, on va passer à la deuxième question. Alors, existe-t-il des psychologues ou psychiatres spécialisés dans une maladie rare en particulier ? Pareil, je réponds à la partie psychiatrique. Alors, psychiatre, j'aurais plutôt tendance à dire que non. Je pense que possiblement les psychiatres vont être sensibilisés à certaines maladies rares si dans la structure dans laquelle ils travaillent, il y a un centre de référence qui est présent. Autrement, j'aurais plutôt tendance à dire que non, les psychiatres ne sont pas forcément spécialisés dans une maladie rare, mais ils peuvent être sensibilisés plus ou moins à certaines d'entre elles. C'est pareil pour les psychologues, il y a pas... La mission première de toute manière, psychiatre, psychologue, c'est d'écouter, d'accompagner les personnes en souffrance. Donc voilà, il n'y a pas une spécialité du poumon, du cœur, etc. On est vraiment spécialisé là-dedans. Après, ça dépend d'où on intervient. Effectivement, c'est là où on aura des connaissances au fur et à mesure, en fonction du travail qu'on fait en partenariat sur certaines maladies, parce qu'on intervient dans ce service ou dans ce secteur-là. Mais de base, non, effectivement, il n'y a pas d'hyper-spécialité ou de spécialité spécifique sur tout ce qui est maladie rare. Qui ne va pas non forcément impacter la prise en charge par ailleurs. Pourquoi les suivis psychologiques ou psychiatriques ne sont-ils pas proposés systématiquement lors de l'annonce d'une maladie rare ? Alors, déjà, moi, je pense que dans le parcours de soins d'une maladie rare ou d'une maladie chronique, moi, je définis plutôt 3 grandes étapes. Il y a l'étape d'apparition des symptômes, de recherche, peut-être parfois d'errance un petit peu médicale avant l'annonce diagnostique, qui peut être anxiogène, qui peut être un parcours un petit peu complexe pour certains. Ensuite, il y a le moment de l'annonce diagnostique qui peut être marqué, pareil, par de l'anxiété, par une période de deuil et d'acceptation. Et enfin, il y a tout le parcours derrière,
d'évolution de la pathologie, alors en bien ou moins bien, des crises, des rechutes ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà, donc il y a tout ce parcours derrière. Je pense que la nécessité d'un suivi psychologique ou psychiatrique est individuelle. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un suivi dès le premier jour, dès l'apparition des symptômes. D'autres personnes qui vont être beaucoup plus impactées au moment de l'annonce diagnostique et ensuite ça va aller mieux. Et d'autres personnes qui au contraire vont bien vivre ce parcours et vont plutôt avoir besoin d'un suivi dans l'histoire de l'évolution de la maladie si jamais il y a des impacts sur leur vie quotidienne par exemple. Donc je pense déjà il y a cette part individuelle qui fait que la prise en charge n'est pas forcément nécessaire dès le début pour tout le monde. Et pour certaines personnes, il n'y en aura pas besoin du tout d'ailleurs. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a une part peut-être démographique. Peut-être qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les capacités de répondre, ou en tout cas d'avoir une évaluation pour toutes les personnes à l'annonce diagnostique. Ce qui, quelque part, est peut-être un petit peu dommage aussi. Ça pourrait être intéressant au moins de proposer de parler de cette possibilité de prise en charge, effectivement, dès l'annonce de la pathologie. Oui, tous les services, en plus, n'ont pas forcément tous les paramédicaux sur place. Donc, c'est aussi, après, faire un travail pour le médecin de partenariat, d'interpeller parfois la psychiatrie aussi de liaison, de pouvoir vraiment enchaîner les uns les autres. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a plein de choses. Il y a ces 3 étapes-là dans le parcours. Et moi, je sais que j'arrive généralement pas très loin de l'annonce diagnostique. Et ce qu'on peut repérer, c'est ce choc au départ. C'est qu'on donne le diagnostic et à un moment donné, et ce qui est tout à fait normal, le patient n'entend plus tout ce qui peut être dit derrière. Nous, on propose souvent de recontacter le patient quelques jours après pour voir ce qu'il a compris de ce rendez-vous-là, s'il a des questions, s'il y a des choses qui sont venues. Parce que ce choc-là, il est important aussi parce qu'il vient tout sidérer, et notamment la pensée, et de se dire qu'à un moment donné, peut-être que ça a été proposé ou pas, ou en tout cas, on se laisse toujours du temps. Ce qui est important, c'est, oui, il y a des choses qui existent, il faut arriver au bon moment, parfois on arrive à l'avance, parfois on arrive un peu en retard. Le tout, c'est de pouvoir effectivement toujours discuter par rapport à ce qui peut être dit, ce qui peut être ressenti. Mais voilà, à savoir que même en tant que patient, vous avez le droit de demander, effectivement, je ne me sens pas bien par rapport à ça, vous avez des pistes, etc. C'est possible. Quand il y a la possibilité, quand il y a des professionnels, généralement c'est proposé effectivement assez rapidement par rapport aux médecins. Ça, je leur fais totalement confiance par rapport à ça. Voilà, c'est juste trouver le bon moment et voilà, ne pas hésiter aussi en tant que patient, effectivement, de demander, de solliciter. On est à votre écoute par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Comment faire face quand il y a errance médicale? Alors, moi, je pense que la question porte sur peut-être les répercussions psychologiques, psychiatriques qu'il peut y avoir par rapport à une errance médicale qui, effectivement, peut être anxiogène. L'attente de la réponse, l'attente des rendez-vous, l'attente des résultats des examens. Le fait, oui, d'aller un petit peu à droite à gauche, ça peut être anxiogène pour la personne. Donc ça, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on est vraiment dans la première. Enfin, moi, j'imagine qu'on est dans la première partie de la prise en charge, avec l'apparition des symptômes qui potentiellement peuvent prendre de plus en plus de place, ou en tout cas avoir une répercussion sur le quotidien, la qualité de vie, et cette errance qui est anxiogène. Dans ce cas-là, moi, je pense du coup solliciter d'emblée un professionnel de la santé mentale pour un accompagnement, alors que ce soit psychologue ou psychiatre. Effectivement, ça peut être une phase qui peut être compliquée à vivre, aussi bien sur l'anxiété que potentiellement la dépression, sur le développement d'un syndrome dépressif. Donc c'est important de se faire accompagner à ce moment-là. Exactement. Parfait. Alors, question suivante. Les traitements des maladies rares, corticoïdes, immunosuppresseurs ou autres, peuvent-ils voir des effets secondaires psychiatriques et comment les gérer? Alors, oui, effectivement. Donc, la question, donc il y a tout dans la question. Effectivement, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, ce sont des traitements utilisés dans les maladies rares qui peuvent avoir des effets secondaires psychiatriques, notamment troubles anxieux, dépression, des épisodes plutôt maniaques, voire des éléments psychotiques. Alors, encore une fois, c'est très individuel, donc certaines personnes n'auront pas ces effets, d'autres les auront sur des intensités qui peuvent être différentes. Comment les gérer? Globalement, on va réfléchir toujours sur l'aspect balance avantage-inconvénient. Qu'est-ce que ces traitements vont apporter comme bénéfice pour la maladie rare? Est-ce qu'ils sont remplaçables ou pas? Parfois, c'est des traitements pour lesquels il n'y a pas forcément d'alternative, donc on va être
entre guillemets, obligé de continuer à les prendre. Et d'autre part, quelle est l'intensité des troubles psychiatriques associés, des effets indésirables psychiatriques. Et à partir de là, si on se remet dans une situation, et je pense que la question portait plutôt là-dessus, sur une situation où de toute façon le traitement doit être pris sur du long cours, soit parce qu'il est efficace, soit parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités thérapeutiques, mais qu'il y a des effets secondaires psychiatriques, on va regarder l'intensité. Si on a un trouble anxieux ou une dépression légère à modérée, j'ai envie de dire un suivi psychologique peut très bien suffire pour la prise en charge de ces effets. Si on est sur des troubles un petit peu plus sévères, donc anxiété, dépression, voire idées suicidaires, des éléments maniaques qui ne sont pas forcément gérables uniquement par la psychothérapie ou des éléments psychotiques qui ne sont pas gérables que par la psychothérapie, là on peut envisager de mettre en place un traitement symptomatologique pour couvrir ces effets et les atténuer au maximum et qu'il y ait moins d'impact de ces effets sur le quotidien et sur la qualité de vie de la personne. Dans tous les cas, à l'apparition de ces symptômes, si vous pensez qu'il y a une imputabilité des traitements, il faut en parler à votre professionnel, au professionnel qui a prescrit ces traitements. C'est important d'en parler pour éviter de s'automédiquer, de modifier soi-même les posologies de ces traitements, et puis trouver la meilleure solution possible. Et ensuite, s'il y a vraiment une apparition d'effets secondaires très sévères, là, effectivement, la question ne sera plus la même et l'intérêt du traitement sera peut-être rediscuté. Donc, dans tous les cas, voilà, il faut vraiment rediscuter avec le professionnel qui vous a prescrit ces traitements pour trouver la meilleure solution possible. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas tout seul. Ce que vous ressentez, c'est vraiment l'indiquer aux médecins, aux personnes qui vous accompagnent. C'est toujours un travail d'équipe. Le médecin n'est jamais seul. Il y a toujours une équipe derrière. Il y a toujours besoin d'aller chercher les partenaires, le réseau si besoin, d'évaluer avec vous effectivement. Et c'est toujours très subjectif quel impact ça a chez vous. Sur ce coup, ça va être possible de négocier avec vous sur certains traitements. Voilà, vous avez une part qui est importante aussi, c'est vous qui allez nous indiquer les choses. Et en fonction de ce qui est possible de faire, effectivement, on va installer toute cette prise en charge, le partenariat, mais vraiment toujours partir de vous et de rester sur cette qualité de vie, parce qu'on sait que déjà la maladie impute la qualité de vie. Si en plus on peut essayer de faire en sorte que ça se maintienne le plus possible, on y va. Mais parlez avec votre médecin, n'hésitez pas. Généralement, on vous laisse les numéros de téléphone du secrétariat. Non, vous n'allez pas nous déranger. Il n'y a pas de souci avec ça. On sait faire le tri des informations. On est capable de revenir vous voir en vous expliquant. C'est normal, c'est pas normal. Il y a des choses qu'on va retravailler, on va en rediscuter, on reprendra un rendez-vous avec vous. Enfin, tout ça, il ne faut jamais hésiter. On reste disponible par rapport à ça. Et non, on ne nous embête pas. Quoi que vous pensiez, vous ne nous embêtez pas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Question suivante. Alors, comment gérer la fatigue et les douleurs chroniques qui pèsent lourd sur le mental ? Alors, peut-être que tu auras plus d'éléments de réponse que moi. Alors, déjà, en psychothérapie, il y a des stratégies qui permettent d'aider à gérer la fatigue et les douleurs. Alors, pour la fatigue, c'est tout ce qui est technique de gestion d'énergie, apprentissage des choses qui permettent de recharger sa batterie et des choses qui nous déchargent, justement, enfin, à l'inverse. Pour les douleurs chroniques, pareil, il y a certaines techniques et certaines approches, la psychoéducation déjà autour des composantes de la douleur, de détecter les éléments sur lesquels on peut jouer qui peuvent majorer la douleur. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler en psychothérapie. Et ensuite, je parlais plutôt pour la partie psychiatrique et médicamenteuse. Il y a certains médicaments, dans le cadre d'anxiété et de dépression notamment, qui peuvent avoir un effet supplémentaire sur... qui peuvent avoir en plus des vertus stimulantes et des effets antalgiques. Donc ça, pareil, c'est important d'en parler à la fois aux psychiatres et aux médecins qui vous suivent pour pouvoir trouver parfois des traitements qui peuvent agir sur deux composantes en même temps. Peut-être que tu veux compléter certaines Après, il y a tout ce qui... Nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est sophrologie, etc., sur des alternatives qui sont effectivement autres. Venir comprendre effectivement la douleur. Nous, on travaille... On a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. Donc, on a des kinés, un éducateur sportif, etc., pour venir effectivement comprendre jusqu'où vous allez pouvoir mener vos actions au niveau du corps, etc., où ça fait mal.
Moi, je peux parler au niveau pulmonaire. Parfois, on a tendance à se recroqueviller sur soi et retravailler au niveau tout ce qui est kiné-respi, le positionnement, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à interpeller. Je vous dis que ce soit le médecin et les paramédicaux, ils sont aussi là pour ça. Ils entendent, ils écoutent, ils ont des pratiques. Chacun a sa pratique d'ailleurs, avec parfois leur spécialité. Et il y a des choses qui sont connues sur des choses qu'on peut faire. Mais effectivement, la douleur, il ne faut pas la taire, qu'elle soit physique et ou psychique, il ne faut surtout pas la taire, il faut vraiment venir en parler et je vous dis, il y a des choses qu'on peut vous proposer et c'est en fonction de tout chacun et de à combien vous évaluez la douleur, où elle se situe et qu'est-ce qui est possible de faire. Oui, je rejoins une chose intéressante, effectivement l'activité physique adaptée, ça va être important. Alors, c'est pas forcément lié ni au psychologue ni au psychiatre, mais c'est des choses effectivement qui sont importantes et qui vont avoir un rôle important aussi bien dans la gestion de la fatigue que dans la douleur chronique de manière générale. Oui, parce que vous allez apprendre à avoir un rythme qui sera le vôtre, pas forcément celui qui est dans votre tête, celui que vous voulez faire, mais dans la maladie, c'est venir accepter un rythme qui est parfois autre. Donc, effectivement, c'est toujours l'association entre la tête et le corps. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment travailler là-dessus. C'est pour ça que je dis toujours qu'on n'est jamais seul, on est toute une équipe à réfléchir là-dessus, à voir ce qui est possible de faire. Mais voilà, ne pas hésiter à discuter avec nous, nous interpeller. Je vous ai dit, on est là. Alors, les patients atteints d'une maladie rare ont-ils un risque accru de développer des troubles dépressifs ou anxieux en raison de leur traitement ou des difficultés liées à leur maladie? Alors pareil, tout est dit dans la question. Effectivement, les patients atteints d'une maladie rare ou d'une maladie chronique de manière générale, effectivement, les répercussions des symptômes sur la qualité de vie, sur les interactions sociales, sur les activités de loisirs, sur l'activité professionnelle, tout ça, effectivement, ça peut créer, et puis il y a le parcours de soins aussi qui peut être anxiogène, ça peut créer effectivement des troubles dépressifs ou anxieux liés à l'évolution de la maladie et aux répercussions de la maladie sur le quotidien, liés parfois aussi à l'incertitude, parfois sur certains troubles. Sur certaines maladies, on ne sait pas trop comment ça peut évoluer, on ne sait pas si la crise ne va pas arriver à un moment un moment un petit peu charnière, un moment important. Donc effectivement, tout ça, ça accroît le risque de développer un trouble anxieux ou un syndrome dépressif. Et effectivement, on a parlé juste avant, les traitements peuvent avoir des effets secondaires. Encore une fois, c'est très individuel, mais peuvent avoir des effets secondaires psychiatriques. Et donc, voilà, dans tous les cas, tout ça, il y a des prises en charge qui sont possibles. Donc c'est important d'en parler, encore une fois, avec le psychologue, le psychiatre ou le médecin qui prend en charge la maladie rare. Ouais. Voilà. Comment aider les patients atteints d'une maladie rare à améliorer ses relations personnelles et professionnelles? Est-ce que tu as des éléments de réponse sur le versant psychologique? Oui, c'est tout simplement, je pense que pour moi, améliorer, je pense que c'est pas forcément améliorer, c'est être entouré des gens qui vont comprendre, qui vont être empathiques, qui seront ouverts. Voilà, c'est plus ça. Si vous arrivez avec des gens qui vont être... Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faucon, enfin tout ça, c'est effectivement ce que moi j'entends beaucoup de mes patients qui me disent, voilà, ça a tendance à m'irriter, à m'agacer, à me mettre en colère, parce qu'ils ont l'impression qu'on n'a rien mis en place avant, qu'on attend leur solution. Donc moi je suis plutôt dans l'idée, quelqu'un qui a envie de discuter avec vous, qui est ouvert avec vous, qui vous pose des questions auxquelles vous sentez, voilà, vous sentez que la question elle est ni jugeante ni critiquante, mais qu'elle est plutôt à essayer de comprendre ce qui s'y passe, oui vous pouvez. Après, vous n'êtes pas toujours obligé d'expliquer votre maladie, déjà et d'une, c'est votre choix personnel. Moi je pense que ça me paraît important, que effectivement le traitement, la maladie, ça a un impact sur sa santé psychique et qu'effectivement on n'est pas toujours open pour pouvoir en discuter. On n'est peut-être pas toujours à l'aise aussi à ce moment-là avec la maladie, avec ce qui nous arrive. Donc moi je vous dis à un moment donné, vous avez juste le droit de leur dire stop, là je suis pas prêt à en parler, on en parlera peut-être à un autre moment, mais c'est pas ce moment-là. Je pense qu'il faut aussi venir vous respecter là-dessus, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. On peut simplement s'arrêter en se disant voilà, je me sens pas prêt à en discuter, c'est difficile. On peut même, quand c'est... alors je sais qu'il y a une question qui arrive là-dessus derrière, quand on veut essayer d'expliquer et qu'on se sent un peu en difficulté, que ce soit au niveau de son compagnon, de la famille, des enfants, etc., vous pouvez aussi toujours et encore interpeller les médecins du service, les psychologues du service. On peut vous proposer un temps
en famille ou avec les enfants, avec le conjoint, avec la famille, pour venir expliquer la maladie, les conséquences de la maladie, les conséquences sur la santé mentale, parce qu'on l'oublie souvent, la santé mentale, on parle souvent de la santé physique, mais moins de la santé mentale. Vous pouvez, on est là pour ça, on est vraiment un centre ressources, hein, donc vous n'hésitez pas à venir nous solliciter, parce qu'on n'a pas toujours les mots. Et puis, votre parcours, il se fait aussi, vous cheminez au fur et à mesure des examens, de ce que peut vous renvoyer le médecin, de ce que vous êtes en capacité de comprendre et d'accepter de ce qu'on est en train de vous dire. Donc non, moi je ne suis pas sûre que ça soit que vous qui puissiez faire les choses. Vous avez juste le droit de mettre une limite au moment où vous ne vous sentez pas prêt à pouvoir en discuter, tout simplement. Comment aider les patients à développer des compétences d'autogestion pour mieux vivre avec une maladie rare ? Ça me fait penser à ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique pour le patient. Hein, on est d'accord ? Je pense que c'est pas hésiter à poser des questions au médecin sur la maladie. Je crois que vous êtes plus ou moins en capacité, mais vous pouvez vous poser des questions sur comment apparaît votre maladie, les symptômes, à partir de quand je peux commencer à me poser des questions, à interpeller. Hein. C'est pour ça que je vous disais que le service, il est là aussi pour, si vous avez des questions, ne jamais hésiter à les poser. On est capable de répondre avec ça. Et il y a des ajustements qui peuvent avoir lieu. On peut vous dire, écoutez, compte tenu des symptômes que vous décrivez, vous pouvez aller rencontrer votre médecin traitant. Si vraiment ça ne passe pas, revenez nous voir. On est capable de vous expliquer effectivement des choses. C'est plus vous connaîtrez d'informations sur votre maladie et surtout par rapport à vous, vous verrez. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'un patient nous dise « je ne me sens pas bien, je ne sais pas vous dire sur quoi, comment, je me sens juste moins bien ». On l'a gardé avec nous quelques jours, on a fait des examens, effectivement il allait moins bien. On a retrouvé sur certains examens que ça allait moins bien, on lui a donné un traitement à l'âge spectre, il est sorti au bout de quelques jours, beaucoup mieux, enfin dans sa maladie beaucoup mieux. Donc il ne faut pas hésiter, même si vous trouvez que c'est subjectif, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de choses très carrées à ce niveau-là, on est tous différents dans la maladie et dans l'évolution de sa maladie. Et puis dans la gestion aussi de certains symptômes, ça rentre aussi, je pense, dans les compétences d'autogestion. Je pense notamment, on en a parlé avant, mais la fatigue, la douleur, ça c'est des choses, il y a des petites stratégies en psychothérapie qui peuvent être apprises et qui peuvent être reproduites et utilisées si besoin. L'anxiété aussi, hein, s'il y a un moment où on est plus anxieux, l'anxiété aiguë, tout ça, il y a des choses, on a parlé d'hypnose, on peut faire de l'auto-hypnose, on a parlé de sophrologie, des techniques de relaxation, des choses qu'on peut réutiliser en fait sur les moments un peu compliqués qui font aussi partie des capacités d'autogestion, hein, de gérer les symptômes, certains symptômes quand ils apparaissent, si c'est des symptômes qui ne sont pas inhabituels, hein, bien entendu. Ok. Comment adapter la prise en charge psychologique en tenant compte des spécificités de chaque patient et de l'évolution de la maladie ? Alors, ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur les étapes de la maladie, effectivement, sur l'évolution. Ça, j'ai envie de dire, de toute façon, si vous avez un suivi avec un psychiatre ou un psychologue, il va s'adapter à vous, il va s'adapter à vos spécificités, il va s'adapter à vos problématiques et il va s'adapter du coup à l'évolution aussi de la pathologie et aux problématiques qui peuvent apparaître selon l'évolution de la maladie. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va se faire de manière naturelle si vous avez un professionnel qui vous suit de toute façon. C'est ça, exactement. On ne peut pas dire mieux. Très bien. Comment lutter contre la stigmatisation et les idées reçues sur les maladies rares ? Ça, j'ai pas trop d'éléments. Alors, au niveau de nos professions, j'ai pas trop d'éléments de réponse. Je pense que. Alors, est-ce que c'est la stigmatisation et les idées reçues que les autres peuvent renvoyer à la personne ? Auquel cas, dans ce cas-là, ça va être de l'information auprès des proches, auprès de l'entourage, en restant dans l'information mesurée si c'est d'entourage éloigné, hein. En tout cas en fonction de ce qu'on a envie de dire ou pas dire. Et ensuite, il y a tout ce qui est aussi au niveau, je reviens sur la prise en charge psychologique, psychiatrique, mais il y a tout ce qui est travail de l'affirmation de soi, qui est aussi une technique qui peut permettre d'aider à s'affirmer et à parler de ses positions et de ce que l'on a, enfin, des messages qu'on a envie de faire passer de manière adaptée.
Et ensuite, tout ce qui est lutte contre la stigmatisation et les idées reçues, je pense qu'il y a aussi des associations, peut-être des pathologies qui peuvent aider dans ces parcours, justement pour lutter contre... Il y a un travail à faire sur tout ce qui est effectivement la notion de handicap invisible, dont font partie généralement les maladies rares, parce qu'elles ne sont pas effectivement visibles sur le coup. C'est peut-être ça la difficulté que les patients peuvent rencontrer en se disant tout le monde me renvoie que j'ai l'air bien, mais je ne suis pas bien. Ça, c'est effectivement un travail d'information, mais c'est comme tout, comme je disais tout à l'heure, si la personne est ouverte, vous pouvez informer comme vous l'avez envie de l'informer. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, de tout justifier. C'est vrai qu'il y a encore un gros travail à faire sur tout ce qui est notion de handicap invisible, surtout les handicaps invisibles. Visibles, ça va, on comprend, les gens comprennent très vite, mais beaucoup, je crois une grosse partie des maladies sont, et notamment les maladies de la santé mentale, sont des handicaps invisibles et parfois effectivement connotés très négativement. Donc voilà, moi je pars du principe que effectivement vous pouvez informer à partir du moment où la personne en face de vous est ouverte à ça. Si c'est quelqu'un qui est juste dans le jugement et de la critique, moi je conseillerais de pas forcément rentrer en discussion parce que vous allez perdre du temps là-dessus, sur quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas comprendre. Je pense qu'à un moment donné, votre énergie, elle peut être utilisée d'une autre manière qu'avec une personne qui ne souhaite pas, en tout cas, entendre ce qui doit être dit. Alors, comment aborder la maladie rare de manière claire et sensible avec nos proches, et comment faire quand l'entourage d'une personne atteinte d'une maladie rare n'accepte pas la maladie? Ça, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, du coup. Effectivement, c'est important l'aspect éducation alors de soi par rapport à la maladie, ça c'est sûr, mais également des proches de manière générale. Ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les amis, enfin, en tout cas les proches qui comptent pour nous. Et ça, effectivement, se rapprocher des professionnels qui connaissent la pathologie, qui nous ont diagnostiqué, qui nous prennent en charge. Ça peut être intéressant de demander, en tout cas, après, selon les centres et le praticien, peut-être que les pratiques sont différentes, mais au moins de demander à ce que un proche soit reçu en consultation au moins une fois pour expliquer un petit peu la maladie, pour que ce soit peut-être un peu plus cadré, un peu plus clair pour eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de ne pas accepter la maladie par un proche, parfois, c'est... ça peut être aussi un mécanisme défensif de la personne qui se sent impuissante face à la souffrance de son proche. Donc il y a aussi ces choses-là qui sont importantes à déceler. Est-ce que c'est un sentiment d'impuissance qui se traduit par la minimisation de la maladie ou au contraire la prise au contrôle et l'aide, un apport d'aide très important par rapport à la personne, voire même trop important. Voilà, le rôle de proche et d'aidant est un rôle qui nécessite une juste mesure entre la bonne compréhension et l'accompagnement de la personne, sans forcément aller dans la minimisation ni aller dans l'aide trop importante, et aussi savoir se préserver. Donc c'est important à la fois d'aller voir les professionnels qui connaissent la pathologie, et si jamais il y a des éléments psychiatriques ou autres, ou des répercussions psychologiques aussi que le proche peut-être n'entend pas ou ne comprend pas forcément ou ne voit pas forcément, ça pareil, demander une consultation conjointe avec le psychiatre ou avec le psychologue qui vous suit pour pouvoir remettre un petit peu les choses à plat et expliquer les choses aux proches. Oui, c'est utiliser effectivement le professionnel comme un tiers, c'est de pouvoir réussir à dire les choses en triangulation, permettant effectivement à ce que l'autre entende et puis surtout qu'il vous laisse parler, qui puisse entendre tout ce que vous avez à dire et qui est quelqu'un qui puisse venir expliquer. Donc ça, c'est important. Effectivement, il y a un travail aussi à faire au niveau des aidants. Il y a une association sur l'île qui est, par rapport aux aidants aussi, qui peut être utile avec toute la difficulté à comment je me place effectivement en tant qu'aidant. Est-ce que j'en fais trop, pas assez, où je me situe? Et moi, par rapport à tout ça, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on m'entend par rapport à cette souffrance? Parce qu'il n'y a pas que le patient, quand il y a un diagnostic de maladie qui est assommé par la diagnostic, il y a aussi le conjoint, la famille et tout le reste. Donc il y a vraiment, faut pas hésiter à ce niveau-là à toujours solliciter effectivement les personnes qui accompagnent le patient, parce qu'effectivement on a un gros travail de partenariat, d'association, de choses. Enfin, il y a des choses, même si on ne connaît pas, on n'a pas, on peut venir créer le partenariat.
n'y a aucun souci avec ça. Mais effectivement, c'est de trouver une place juste à ce niveau-là. Ce n'est pas toujours évident. Et parfois, voilà, c'est pas aux patients de venir. Il peut venir alerter, mais c'est pas aux patients de venir supporter en plus ce qui arrive. Il y a des choses qui peuvent être dites et faites autrement, et effectivement, le professionnel est toujours là pour venir écouter et soutenir si besoin. Et l'association, du coup, donc c'est l'UNAFAM dont... Ouais. Sur l'île, ouais. L'UNAFAM, c'est du coup, c'est pour les pathologies, pour les aidants de personnes ayant un trouble en santé mentale. Voilà. Ouais. Comment les professionnels de santé peuvent-ils orienter les patients vers des groupes de parole ? Alors, dans notre service, là où je travaille, on est en capacité de pouvoir le faire parce qu'on est deux psychologues, parce qu'il y a d'autres professionnels, il y a des choses qui sont possibles. Si ce n'est pas possible pour plein de raisons, il y a des associations sur lesquelles effectivement on peut venir vous orienter. Donc ne jamais hésiter à venir nous solliciter. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions dérangeantes, il n'y a rien de tout ça. On est vraiment là à l'écoute, parce qu'on ne peut pas vous déplier tout ce qui est possible, sinon vous allez être noyé sous les informations, mais il ne faut jamais hésiter à venir nous solliciter, envoyer un mail, un coup de fil, etc. Il y aura toujours un professionnel qui va vous répondre de toute manière, souvent celui qui est le plus habilité vous répondra à ce niveau-là, donc je vous dis de ne pas hésiter. Et après pour les groupes de parole, j'imagine aussi se rapprocher des associations, je pense qu'au niveau... local, peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont organisées à ce niveau-là, auxquelles nous, les professionnels, on n'a pas forcément accès non plus. Comment gérer le jugement autour de soi et dans le milieu médical ? Alors, autour de soi, on a un petit peu discuté avant, du coup, avec les proches. Et pour le milieu médical, alors peut-être que tu voulais compléter ? J'ai un peu de mal avec la question, dans le sens où je ne comprends pas la question, où il manque une partie, en tout cas, c'est le jugement, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas écouté, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, comme dit au départ, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le professionnel, vous pouvez lui signifier effectivement, lui reposer des questions si besoin. Et voilà, enfin, à un moment donné, on n'est pas là, en tout cas au niveau médical, quel qu'il soit, pour venir ni vous juger, ni vous critiquer. On est là pour vous accompagner. S'il y a une incompréhension, il ne faut pas hésiter à venir en discuter. Je pense que c'est ça qui est surtout important. Venez en discuter, puis on voit à ce moment-là. Ensuite, donc un assemblage de questions qui rejoignent un petit peu les mêmes thématiques. Donc, suite aux différents traitements, comment prendre confiance en soi et travailler sur soi suite au manque de concentration et à la perte de mémoire. Comment travailler sur la reconstruction psychologique et trouver la motivation à construire un avenir différent de ce qui était voulu ou planifié. Et comment accepter notre nouvelle vie avec cette maladie. Alors, moi, je travaille avec des patients qui ont des troubles fonctionnels. Donc, c'est des troubles qui ne sont pas rares, qui sont fréquents, qui peuvent perdurer dans le temps. Et ce qu'on met en avant, et ce qui marche aussi de toute façon pour la maladie chronique, que ce soit physique ou psychologique, c'est le terme de rétablissement. Le rétablissement, ce n'est pas la guérison, c'est réussir à retrouver un équilibre et une qualité de vie, malgré les symptômes et malgré la maladie, mais qui colle le plus possible à nos valeurs. Donc ça veut dire effectivement pas forcément avoir, en tout cas pas forcément avoir la vie qu'on avait prévue initialement, pas forcément avoir le projet professionnel qu'on souhaitait, pas forcément avoir les activités qu'on voulait faire, mais en tout cas c'est reconstruire et avoir des activités qui nous assurent de la joie, du bonheur et une qualité de vie adaptée malgré les symptômes. D'expérience, j'ai certains patients quand même qui ont dû arrêter parfois de travailler, qui ont dû changer d'emploi, qui ont dû adapter leurs activités de loisirs, qui arrivent quand même à dire qu'avec le temps, finalement, ils préféraient la personne qu'ils étaient là aujourd'hui plutôt que celle qu'ils étaient avant. Parce que tout ce parcours de soins, ce parcours à travers la maladie leur a appris beaucoup de choses sur eux, leur a appris toutes leurs capacités, toutes les capacités qu'ils avaient en eux pour gérer, d'autogestion et pour gérer certaines difficultés. Et que finalement, tout ce cheminement les a amenés vers d'autres activités, vers un univers qu'ils ne seraient pas allés explorer sinon. Donc voilà, il y a vraiment tout ce travail sur le rétablissement qui est un travail pareil qui peut être fait
qui peut bénéficier d'un accompagnement, enfin, on peut bénéficier d'un accompagnement psychologique pour travailler sur le rétablissement, parce qu'effectivement, c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à parler du rétablissement, c'est vraiment tout un long processus, mais ça peut se faire en psychothérapie pour aider justement à accepter la vie avec la maladie. C'est ça, c'est comment accepter les contraintes, faire en sorte qu'elles soient le plus minime possible dans sa vie en essayant... Alors, effectivement, avec la maladie, on ne part pas sur ce qui était prévu, mais jusqu'où on va pouvoir négocier ce changement-là, jusqu'où il pourra être acceptable, jusqu'où c'est réalisable pour soi. Alors après, ça peut être des choses effectivement très simples, ça peut être des choses expérimentées où nous, on arrive à le faire. C'est je poursuis mon activité, mais je ne la fais pas d'un seul bloc, je le fais en plusieurs blocs. Ça peut être aussi, je viens identifier à ce moment-là ma plus grosse contrainte. Qui vient gérer cette contrainte-là ? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que cette contrainte-là, on va pouvoir l'annuler? Comment on peut faire? Et ça, c'est tout un travail, effectivement. Alors, je ne suis pas trop fan du mot acceptation. On est plutôt en train, effectivement, de se reconstruire, de se rétablir et de se dire, je fais avec ce qui est là. Et il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir vraiment négocier et je ne suis pas seule. Il y a effectivement qui va le faire, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être une personne extérieure, ça peut être plus du tout et on le fera autrement. Et ça va vous permettre effectivement de nouveau de ressolliciter cette envie, ces besoins. C'est parce que plus vous allez essayer de gérer la contrainte seule, plus ça va être compliqué et plus là on va s'enfermer sur quelque chose où j'y arrive pas et sur quelque chose qui est... des idées négatives, un sentiment d'inutilité, d'impuissance, etc. Donc on revient sur ce qu'on était au départ, donc c'est plutôt de se dire, voilà, on va essayer de trouver d'autres solutions. C'est un chemin qui n'est pas forcément, qui n'est pas rapide, qui n'est pas toujours facile, mais effectivement, avec du temps, on retrouve des patients qui sont capables de se dire, avec toutes ces contraintes-là liées à la maladie, j'arrive à garder une qualité de vie, j'arrive à de nouveau me resociabiliser, à partir en vacances loin, même avec les contraintes, c'est pas grave, on profite. C'est vraiment faire en sorte que la contrainte soit la plus minime possible et la plus acceptable possible. Je voulais juste rajouter quelque chose à la fin, parce qu'on ne l'a pas abordé dans les questions, mais c'est en cas de détresse psychiatrique ou psychologique, en cas d'idée suicidaire notamment, quoi faire? Alors, en cas il y a quelques recours d'urgence qui sont possibles, notamment téléphoniques. Alors déjà, il y a le 15, le SAMU, le fait d'avoir des idées suicidaires, c'est une urgence vitale, donc c'est important de pouvoir solliciter les secours. Il y a un numéro national de prévention du suicide qui est le 3114, qui est un numéro gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour la personne qui présente des idées suicidaires ou une détresse psychiatrique ou psychologique importante, mais également pour les aidants et pour les proches qui voient que leur proche va mal. Donc ça aussi, c'est important de les solliciter. C'est des professionnels formés en santé mentale qui vont pouvoir orienter la personne, envoyer les secours, qui vont pouvoir réagir en conséquent. Ça, c'est important. Et puis sinon, selon les moyens de recours locaux aussi, les urgences. Il y a certaines urgences sur lesquelles il y a des évaluations psychiatriques possibles 24 heures sur 24. Donc ça, c'est important de pouvoir les solliciter. Et ensuite, pour les personnes qui ont déjà fait des tentatives de suicide, il y a un dispositif de veille qui s'appelle Vigilance, pareil, qui est un numéro qui peut être sollicité si besoin. Voilà.